Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e des prix de la saison qui n'aura fait que renforcer les conclusions des dernières semaines, la dynamique du duo chez McLaren, l'identité du meilleur pilote de ce plateau actuel, les difficultés graves de certains pilotes dans leurs nouvelles écuries et les quelques gros points noirs que nous avons aujourd'hui concernant la course. Ouais, selon moi, ce triple header se conclut vraiment avec des idées très claires que l'on va reprendre dans cette vidéo. Et tout d'abord, repartons de ces 4 points généraux que l'on abordait déjà au début de la vidéo de la semaine dernière. 1. La qualification détermine une grande partie du résultat, car 2. L'air sale est redevenu trop important aujourd'hui en F1 et donne donc l'avantage à celui qui est devant l'autre, car aussi 3. Les pneus se dégradent très peu, ce qui permet peu de faire des différences, et malgré la gamme la plus tendre amenée par Pirelli ce week-end. Et 4. Car également les écarts sont très faible aujourd'hui entre les top teams. On l'a vu en qualif, on le voit aussi à l'arrivée avec 4 pilotes en une dizaine de secondes. Et donc malheureusement, dans des conditions de course assez neutres comme celle de Jeddah, j'entends par là un circuit peu abrasif où il y a peu de dégradation et un tracé qui ne met pas vraiment à l'épreuve les mécaniques, eh bien ouais, on a une course assez linéaire où il y a très peu de mouvement, seulement au moment de l'arrêt au stand et peut-être un ou deux avec des stratégies décalées, stratégies qui sont soit le plan A, soit le plan B, rien de plus. Et malheureusement, je crois qu'on est sauvé en plus à Jeddah par le fait qu'il y a des longues lignes droites et 2 zones de DRS. Ça permet d'avoir des dépassements, voire même des batailles. Mais sur d'autres circuits moins propices à ça, je pense qu'on s'ennuierait encore un peu plus. Et malheureusement, je pense qu'on est parti pour voir un petit peu ce genre de course en boucle toute cette saison. C'est le signe positif que c'est tellement serré, que c'est dur maintenant de faire la moindre petite différence en course. Mais c'est aussi le signe de plusieurs problèmes structurels, les 4 qu'on abordait juste avant. Allez, on rentre dans le vif du sujet et comme d'habitude en début de déprix, on se demande comment s'est jouée la victoire. Et encore une fois, il faut revenir en qualif, en Q3, où cette fois, l'un des favoris, à mon sens peut-être le favori, on en parlera, eh bien c'est éliminé de la course. Évidemment, le crash de Norris a bouleversé le week-end et on y reviendra en détail dans quelques instants. À ce moment-là, vu l'avance des McLaren, particulièrement lors des essais, surtout de jour quand il faisait très chaud, on se dit que Piastri a un boulevard, mais non, encore une fois, il est surpris par Max Verstappen qui vole la pole pour quelques dizaines de millièmes comme il l'avait fait au Japon, et donc on se demande encore une fois, comment a-t-il fait pour prendre une pole qui n'était pas censée lui revenir? Ici, plus que jamais, c'est vraiment une combinaison de facteurs. D'abord, les températures qui baissent, encore plus avec le délai provoqué par le drapeau rouge, et on sait que ça va plus dans le sens de Red Bull que de McLaren, les températures qui baissent. McLaren qui a aussi beaucoup de traînées de par son fort appui aérodynamique, et donc dans les lignes droites, c'est un petit peu moins fort sur un circuit comme ça la pénalise. Et du côté de Red Bull, on a fait tout ce qui était possible de faire. Déjà, les bons ajustements avant la qualif, un peu comme au Japon, qui donne un bon équilibre pour attaquer les virages. Une stratégie géniale que seuls eux ont fait avec 2 tours malgré le timing serré à la fin de la Q3, ce qui a mis Max en confiance. Une stratégie proposée par son ingénieur Jean-Piero Lambiadze. Et on a aussi l'aspiration donnée par Tsunoda qui offre un 10e quasiment. Et donc clairement, sans Yuki, il n'y avait pas de pole pour Max. C'est vraiment un chef-d'œuvre collectif. Ils ont tout fait et tout mis bout à bout parfaitement. C'est exceptionnel. Et évidemment, là-dedans, il y a aussi la touche pilote et elle est énorme. Pendant que Piastri est un petit peu conservateur dans sa dernière tentative, ayant bien compris après l'accident de Norris que l'important était de partir le plus haut placé possible plutôt que de prendre un risque inutile et de tout gâcher, eh bien Max, lui, pendant ce temps, il lâche les chevaux. Et quand les autres sont à 98% et font des petites erreurs, lui il est à 102% et il fait quasiment aucune erreur. La logique aurait donc voulu qu'il soit peut-être 2 dixièmes derrière la pole, mais avec tout ça mis bout à bout, eh bien il est 10 millièmes devant. S'il y avait une fenêtre comme ça pour qu'il prenne la pole, mais comme il y a une fenêtre qui existe, eh bien Verstappen s'est visé dedans. C'est incroyable, encore une fois, il a rappelé, je vais le répéter, qu'il est le meilleur de ce plateau. Pour l'instant, c'est complètement incontestable. Et attention, dans un championnat qui se joue sur des détails et où les qualifications peuvent donner le nom du vainqueur du Grand Prix le lendemain, je pense que ce Max proche sur un tour, c'est un vrai casse-tête pour le clan McLaren. Et d'ailleurs, on a cru qu'il allait pouvoir nous refaire le coup du Japon en restant devant toute la course, mais la course justement, elle a tourné au départ, quand Piastri s'envole un poil mieux, se met à la hauteur et Max va finir par écoper de 5 secondes de pénalité
pour être sorti de la piste et avoir gagné un avantage, à savoir qu'il a donc doublé Piastri hors piste, alors que, je cite, la McLaren était au moins à la hauteur de la Red Bull avant et à la corde du virage alors qu'il attaquait à l'intérieur, ce qui signifie donc que c'était son virage. Et Max n'ayant pas rendu la position, c'est 5 secondes de pénalité, cela aurait même été 10 si ce n'avait pas été dans le premier tour, ce qui est considéré comme une circonstance atténuante. Personnellement, je trouve que la décision est bonne puisque la manœuvre de Max n'est pas valide. Pour moi, il n'avait pas le droit de garder la tête comme ça, de reprendre la tête de course comme ça. Il a clairement lâché les freins et tiré tout droit quand il a vu qu'il ne pouvait pas reprendre le dessus. Oscar ne commet pas non plus un dive bomb de l'impossible. Il reste en plus clairement sur la piste. Donc voilà, je pense qu'il est en position favorable au virage et donc je suis d'accord avec les décisions. Et d'un point de vue strictement pur réglementaire, le règlement a bien été appliqué. On l'a compris l'an dernier, depuis l'enchaînement Austin-Mexico avec les batailles entre Max et Lando, ce qui compte pour savoir qui a l'avantage dans une bataille, dans un virage, c'est qui est à l'intérieur et qui est devant à la corde, c'est le plus important. Pour moi, c'est clairement pas forcément la meilleure manière de juger et ça rend extrêmement caricatural toutes les situations de dépassement puisque ça donne l'avantage au mec qui est à l'intérieur, qui a absolument le droit de tout faire, au mec qui est devant. Ça va un peu à l'encontre de l'esprit let them race, on va dire, mais c'est le règlement. Après ici, ce qui est un poil dérangeant, c'est que c'est vrai qu'on peut se demander où est vraiment la corde pile poil de ce premier virage qui enroule. Je pense que Piastri était bel et bien devant, il avait pris l'avantage, mais ça reste un petit peu théorique, symbolique, et selon l'endroit où on arrête l'image, d'ailleurs c'est l'argument de Red Bull, on n'aura pas forcément la même corde, et sauf que vu que la règle se base sur la corde, eh bien ça change tout. Vu que c'est binaire, le screenshot fait foi, et c'est assez compliqué de juger. Ce que je regrette vraiment dans cette situation, c'est que l'esprit de laisser de la place a complètement disparu avec ces nouvelles règles. On l'a vu, Piastri, vu qu'il est devant, n'a même pas à se soucier de tenter de tourner avec Verstappen, il peut tourner seul. Et ça, c'est réglementaire, mais je le regrette. Je pense qu'ici, Max paye surtout le fait de ne pas avoir vraiment fait d'effort. Sa tentative est un petit peu caricaturale et en plus, il s'est mal défendu à la radio en disant que Piastri n'avait jamais l'intention de prendre le virage, alors que Piastri a réussi à prendre le virage. Voilà. Selon moi, cette mauvaise foi n'a pas joué en sa faveur, c'est même le contraire, et ça montre qu'il avait clairement dans l'idée de ne pas vraiment tenter de prendre le virage et de plutôt essayer de jouer la carte de la radio. Et le souci global que j'ai personnellement avec ce genre de situation qui se multiplie, c'est qu'elles prennent trop d'importance à cause de l'état global d'aujourd'hui, la course en F1 avec tout ce qu'on a évoqué, l'air sale, la difficulté de se doubler. À cause de ça, on n'est pas seulement en train de parler d'un incident sur un virage qui peut être arbitré ponctuellement dans un duel qui pourrait se continuer sur les tours d'après. Non, ce virage décide de tout le duel et là, a fortiori, du vainqueur de la course. Dans un monde idéal, avec des F1 plus petites, plus agiles qui peuvent se suivre, on demande à Max de rendre la position parce qu'il n'a pas fait les choses dans l'ordre, et le tour d'après, le virage d'après presque, il est déjà à nouveau en capacité d'attaquer Piastri, sauf que ce n'est pas le cas aujourd'hui avec la F1 actuelle. Donc les pauvres commissaires, en jugeant simplement une action à un instant T, eh bien en fait ils décident involontairement du vainqueur de la course parce qu'ils doivent appliquer un règlement caricatural qui ne laisse pas vraiment place au combat, le tout dans une F1 où c'est trop dur de se doubler et de se suivre, donc tout se joue sur des micro-détails. En tout cas, après ça, Piastri reste derrière et va récupérer la tête au moment de l'arrêt, qu'il a d'ailleurs anticipé sur Max, une stratégie qui m'a un poil surpris, car il aurait pu se faire avoir par une safety car tombée au mauvais moment, et car il n'était pas vraiment menacé derrière par un undercut. Avec les 5 secondes, je m'attendais à ce que McLaren attende que Red Bull s'arrête. Je me demande d'ailleurs si Verstappen n'aurait pas pu en profiter pour allonger un peu son relais, attendant une safety car, attendant quelque chose, même si je pense qu'il y avait peu de chances qu'il ressorte devant la McLaren, mais ouais, le moment de l'arrêt au stand, je me dis que McLaren est pas passé loin de se faire avoir, parce que si Red Bull allonge ou un détail se passe mal, et peut-être que Verstappen a un avantage. On notera au passage le dépassement très osé de Piastri sur Hamilton dans la partie sale. Alors évidemment, énorme avantage de pneus, mais grosse prise de risque. Ça montre que clairement, il savait que c'était des tours décisifs où il pouvait potentiellement perdre la victoire. Et après ça, il a géré plutôt tranquillement, profitant de l'air libre et de sa position seul devant. Mais clairement, une question se pose. Qui aurait gagné sans la pénalité ?
À l'arrivée, Max n'est que 2 secondes et demie derrière, alors évidemment le calcul n'est pas aussi simple que ça, mais il y a des clairs signes qui me font dire que Max aurait pu gagner s'il était resté devant et donc qu'il a vraiment perdu la victoire au départ. D'abord sur son envol, parce que s'il couvre Piastri, il n'y a pas d'histoire de premier virage, et ensuite sur sa tentative un peu maladroite de jouer avec les règles au premier freinage. Piastri lui-même pense avoir remporté la course lors du départ et a dit que Max était plus rapide que lui lors des 2 premiers relais, malgré le fait que selon lui, la McLaren était toujours un poil plus rapide. Voilà, clairement c'est aussi mon avis, je pense que la McLaren était la meilleure voiture, mais le manque de dégradation sur ce type de circuit, où la position en piste en plus est primordiale, va jouer en faveur de la Red Bull, comme on l'avait vu au Japon, et je crois aussi que Piastri manquait globalement un petit poil de rythme, ce qui l'a mis un peu à la merci de Verstappen, ce qui aurait permis à Verstappen de s'imposer sans le premier virage. Donc ouais, Max était à quelques centimètres de refaire le coup du Japon et de prendre la tête du championnat, parce que ça aurait été le cas s'il avait gagné. Voilà à quoi s'est jouée cette course et voilà à quoi va sûrement peut-être se jouer l'entièreté de ce championnat, vu les conditions globales de course et les écarts vraiment minimes. On parle littéralement de millièmes pour ce qui est des qualifications. Donc ouais, plus que jamais, 2025 sera un championnat de détail. Avant de parler des autres, je veux dire un mot de la dynamique des pilotes chez McLaren, puisque vraisemblablement ils vont être parmi les favoris au titre cette saison. On a d'abord un Piastri qui vient de remporter 3 des 4 dernières courses, une affirmation extrêmement forte au début de seulement sa 3e saison en Formule 1. Il faut noter qu'il a désormais autant de victoires en F1 que son coéquipier. Mais attention, concernant Piastri, je pense que je vais avoir un avis un petit peu différent de la norme, de l'avis général, puisque je vais tenter de tempérer un petit peu, de ne pas tirer de conclusions hâtives et de voir la réalité des performances au-delà de toutes les bonnes choses qu'il fait. Donc attention, chacun des prochains mots est super important et à remettre dans le bon ordre. Attention, bien que Piastri ait un niveau de performance extrêmement fort, extrêmement satisfaisant, selon moi, il brille plus par son aspect irréprochable que par son rythme pur. Son approche et sa mentalité vraiment parfaite lui permettent de combiner un rythme satisfaisant et bien de tirer profit de la meilleure voiture du plateau pendant que les autres pilotes et équipes font des erreurs. Mais mon avis profond, c'est que si tout le monde, voiture pilote, était à 100%, ce ne serait pas Piastri qui serait en tête de ce championnat. Je ne veux évidemment rien lui retirer, s'il est en tête, s'il a gagné, c'est que c'est lui qui a aligné les éléments pour le faire et je ne redis absolument rien là-dessus, mais je crois qu'il n'est pas complètement au 100% de performance de sa voiture, en témoigne son rythme hier. Je crois que Norris était plus costaud ce week-end et que c'est souvent le cas en performance pure, mais Oscar est l'anti-Lando et c'est justement pour ça que c'est lui qui est en tête. Pas d'erreur, une tranquillité totale, un esprit bien plus libre, une meilleure connaissance de ses qualités et de ses défauts, une meilleure capacité d'adaptation, de tirer parti d'une voiture qui n'est pas forcément ultra parfaite, une meilleure intelligence de course, une meilleure capacité à construire ses week-ends et une mentalité de champion. Tout ça lui permet de compenser un rythme pur, théoriquement un peu moins fort que Norris. Ce Norris complètement friable est un cadeau pour Piastri qui lui a la froideur des très grands et aussi au départ il a réussi à faire ce que Lando n'a jamais réussi à faire en beaucoup plus de tentatives puisque pour son premier duel véritable avec Verstappen, eh bien Piastri l'a un peu maté, en tout cas l'a pris à son propre jeu en jouant le duel avec sérénité et intelligence et je n'ai je crois jamais vu Norris faire vraiment ça. Tout ça, toutes ces raisons, c'est selon moi ce qui explique pourquoi Piastri est aujourd'hui le leader du championnat. En tout cas, ça l'explique bien plus que son rythme pur, bien que ce soit déjà très bon. Et attention maintenant, ça y est, il est en tête du championnat. Beaucoup le voient désormais comme le favori face au petit Norris tout nul, tout friable. En tout cas, c'est la caricature que beaucoup de gens en font. Tout le monde ne lui fait que des louanges qui sont certes méritées. Mais voilà, je crois que jusque-là, il ne pouvait que surprendre, c'était pas forcément lui qu'on attendait. Bah maintenant, c'est plus le cas en fait. Je crois que le plus dur commence maintenant pour Oscar, puisque maintenant on l'attend avec ses 3 victoires, avec cette avance au championnat. Et je crois qu'il est un petit peu désormais le favori et que c'est la fin de l'insouciance. Je crois qu'il a les qualités pour tenir ce rôle, mais qu'il a un petit déficit de rythme qu'il ne pourra pas tenir s'il a tout le temps cet écart sur tous les grands prix. À lui de rassurer là-dessus dès Miami, car pour synthétiser, à Jeddah, Piastri a selon moi été
été le plus irréprochable, le plus parfaitement positionné, le plus capable d'exécuter des 3 leaders, mais il a aussi été, je trouve, le moins rapide. Quant à Norris, on a vu en un seul week-end tout son paradoxe. Pour moi, très clairement, il a la vitesse, mais il lui manque ce que Piastri a, le côté exécution, le côté froid, le côté mental. Il était le favori et son rythme de course prouve que sans cet accident, je pense qu'il avait des chances immenses de victoire. Et voilà, selon moi, quand tu as la meilleure voiture et que tu es le mec qui a le plus de rythme au sein de ton équipe, sur 24 Grands Prix, c'est censé être pour toi, mais Norris ne cesse de trembler depuis la milieu d'année dernière. Et dans son malheur du samedi, j'ai cette fois envie de trouver du positif, car déjà son erreur n'est selon moi pas liée à ces soucis inexplicables qu'il se traîne depuis le début de saison. Pour moi là c'est autre chose, c'est un petit coup de correction sur le vibreur qui se passe mal. J'ai envie de dire que ça arrive, et je trouve que les soucis de Norris, ils avaient disparu sur les essais, et il n'était pas présent en course. Donc j'ai l'impression qu'en fait ce week-end, paradoxalement, il a bien avancé, et aussi jusque-là, ses erreurs avaient été multiples, mais minimes et assez peu coûteuses en termes de points. Là, c'est une erreur qui lui coûte, je crois, 13 points sur Piastri, et c'est une erreur où ça tape, où c'est symboliquement violent, symboliquement lourd, ça ressemble à une punition, mais elle n'arrive qu'au 5e Grand Prix, et il n'a que 10 points de retard. Donc il a encore tout pour inverser la tendance. C'est presque bien que ça lui arrive maintenant. Je l'ai aussi trouvé beaucoup mieux devant les médias ce week-end, beaucoup plus lucide dès le vendredi, comme s'il avait atteint quelque part un point de non-retour à Bahreïn et que les choses s'amélioraient, qu'il avait entendu la sonnette d'alarme, même après son crash en qualif. C'était pas le même Lando Norris. Il était touché, déçu, peut-être déprimé, mais pas perdu, pas à la rue, comme je l'ai vu tout le week-end à Bahreïn. Donc, aussi paradoxal que l'est Norris, ma conclusion, c'est que dans ce week-end, il a tout pour ressortir plus fort, mais que la prise en main, elle est clairement obligatoire dès Miami. Il ne doit pas retomber dans ses travers. La pause doit être salvatrice pour lui. Il doit appliquer tout ce qu'il a appris lors de ce triple header. Il n'est pas encore trop tard. Peut-être même que c'est ce dont il avait besoin pour atteindre un niveau de plus. C'est encore loin d'être gagné pour Norris, évidemment, puisqu'il a tout à prouver, il a encore plein de cases à cocher, mais je continue de voir que les cartes pures, eh bien, il les a en main. Allez, on passe aux équipes de derrière qui ne sont mine de rien pas si loin que ça, puisque la 3e voiture est à 8 secondes du vainqueur, donc c'était serré hier, même si les rythmes ne sont pas identiques à la fin. Et cette voiture sur le podium, c'est une Ferrari pour la première fois de la saison. Après le nouveau plancher introduit à Bahreïn, la Scuderia attendait beaucoup de Jeddah car ce circuit plus rapide devait mieux lui convenir, mais ça n'a pas vraiment été le cas car dès l'entame du week-end, et ça s'est confirmé sur la journée du samedi, Leclerc a rapidement atteint les limites de la voiture. Depuis Suzuka, on le sait, le monégasque a trouvé une direction efficace niveau réglage qui lui permet d'être vraiment à 100% dans la machine, et depuis, il est vraiment extrêmement performant, il ne laisse rien sur la table. Mais du coup, ce qui est inquiétant, c'est que ces 3 dixièmes et demi, 4 dixièmes de retard sur la pole en qualif, eh bien, c'est juste la preuve que la Ferrari manque simplement et purement de performance. Frédéric Vasseur a eu beau essayer de minimiser tout le week-end, et c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de temps, et qu'il y aura différents types de circuits. Évidemment, il faut toujours rester très prudent, et l'écart, encore plus à l'arrivée, n'est pas immense du tout. Je trouve quand même que la voiture aujourd'hui affiche un retard sur ses principales poursuivantes, surtout en qualification, et cela se voit à mon sens sur le visage de Charles Leclerc, qui même après son podium, on le voit, est un petit peu rongé intérieurement par le fait de donner son maximum, mais de ne pas pouvoir jouer la victoire. Et ça, pour Leclerc, qui est un compétiteur immense, on voit que c'est dur. En tout cas, le monégasque porte clairement la Scuderia en ce moment et il ne pouvait rien faire de plus ce week-end. C'était encore une performance de très très haute volée et son triple header est vraiment de très 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 haut niveau. Après sa 4e place en qualif, un podium paraissait totalement inaccessible, mais ça a été fait presque comme un miracle grâce, je trouve, à 3 éléments. D'abord, évidemment, son rythme incroyable. Il a été cherché absolument le maximum. Ensuite, une voiture qui est quand même meilleure en course avec une meilleure dégradation des pneus que les autres. Ça, c'est un peu une récurrence chez Ferrari.
Et aussi, dernier point, une excellente stratégie, et ça aussi, mine de rien, on le voit beaucoup chez Ferrari ces derniers temps. Leclerc a pu étendre son relais de médium près de 10 tours de plus que ses adversaires directs. Il s'est donc retrouvé seul en tête, ce qui donne de l'air libre, ce qui change tout pour la tenue des gommes et le rythme pur. Donc ça, évidemment, c'est un énorme avantage et c'est bien que Ferrari l'ait utilisé. Et donc ça donne aussi sur le deuxième relais des hards beaucoup plus frais dans lesquels on peut taper. Et donc il a été mangé George Russell et il a résisté au retour de Lando Norris qui avait pourtant des médiums encore plus frais. Donc voilà, la perf de Leclerc, elle est vraiment énorme ce week-end. C'est encourageant pour Ferrari ce premier podium, même si la vérité, c'est que le retard de performance sur McLaren et sur Red Bull fait que normalement, ce genre de podium est assez inaccessible. Là, ça joue clairement au crash de Norris en qualif. Notons au passage que pour ce podium, la résistance d'Hamilton sur Norris pendant 3 tours au début de la course, magnifique résistance, mais qui a aussi montré encore une fois toute la tendresse du pilote McLaren lors des combats en piste, et bien cette résistance, elle a été décisive pour le podium de Leclerc, car je pense que ça coûte, c'est dur à estimer, mais 3-4 secondes à Lando Norris, et à l'arrivée, il n'y a qu'une seconde d'avance pour Leclerc sur le podium, donc ouais, ça a joué. Et Hamilton, justement, parlons-en, et malheureusement pour lui, les week-ends se suivent et se ressemblent dans le mauvais sens, et malgré un pilote qui était très positif au sortir de Bahreïn, où il avait le sentiment d'avoir compris des choses qu'il allait pouvoir appliquer ce week-end pour aller dans le bon sens, eh bien ça n'a absolument pas été le cas, ça a même été sûrement l'inverse, puisque j'ai l'impression qu'il a reculé de nouveau à Jeddah. Il a été à 5 ou 6 dixièmes de Leclerc tout du long, quasiment à chaque tour, dans les essais, dans la qualif, dans la course. Vraiment, c'est assez impressionnant cette régularité d'écart. Il n'a pas confiance dans sa voiture, particulièrement dans le train arrière. Il n'a aucune clé pour comprendre d'où vient le problème, pour tenter d'avoir un meilleur réglage. Alors heureusement, pour une fois, il a fait un petit pas en avant au moment de la qualif. Ça lui a permis de passer en Q3 de justesse, parce que pour moi, avant la qualif, il allait se faire éliminer en Q2. Bon, il passe quand même en Q3 que pour 7 millième. Et parce qu'Alexander Albon a fait son tour un petit peu tôt, ce qui n'a pas été la meilleure des stratégies, Hamilton lui-même pensait qu'il allait être éliminé. Et après sa course, c'est tout aussi difficile, malgré un dépassement sur Sainz au début, cette résistance sur Norris et un début de deuxième relais qui était pas mal. Le reste est quand même extrêmement famélique, et au fur et à mesure de la course, il a quand même glissé, ne parvenant pas à la fin à menacer des Mercedes à l'agonie, et au total, il prend 30 secondes sur Leclerc en 50 tours. Et à l'arrivée, son visage complètement déprimé, et je dirais même son attitude complètement démunie, symbolise que c'était son pire week-end de la saison jusqu'ici, et surtout qu'après 5 courses, à l'inverse de ce que Sainz est en train de faire dans la Williams, eh bien la courbe d'Hamilton ne va absolument pas dans le bon sens, malgré toute l'aide de Ferrari, notamment Riccardo Adami, que je voulais souligner, son ingénieur, qui à la radio, dans les échanges que j'ai pu entendre, est vraiment très très efficace, très bon. Et bon, la vraie question derrière tout ça, on va enlever l'éléphant dans la pièce, c'est qu'est-ce que ça veut dire du niveau actuel d'Hamilton? Est-ce que c'est que Ferrari? Est-ce que c'est que l'adaptation? Est-ce que c'est plus large? Bon, ce que je vais dire là-dessus, c'est qu'il est évidemment encore trop tôt pour enterrer une légende, et même globalement, je vous déconseille de le faire dans tous les cas de figure. En plus, il a prouvé, même très récemment, je pense à Silverstone, et je pense encore plus récemment au sprint de la Chine, que par moment, et le mot est important, des moments, il est capable toujours de faire de la magie, mais je l'avais déjà dit cet hiver, je l'avais déjà dit l'an dernier, il y a pour moi quand même un problème de fond entre Hamilton et les monoplaces actuelles. Je ne dis pas problème insoluble, je ne dis pas que c'est terminé, que c'est impossible, je dis qu'il y a un problème de fond, qu'il existe. C'était déjà visible chez Mercedes, et cela se matérialise par une pure incompréhension de cette nouvelle machine, de la manière dont il faut les régler. Il y a un décalage de style entre la manière dont il pilote et la manière dont il faut piloter ces nouvelles F1, et il est complètement sorti de ce qu'il connaissait avant, il n'a plus de repères, le changement de règlement lui a vraiment fait perdre sa maîtrise, et depuis, j'ai l'impression qu'il tourne en rond. Voilà, je suis juste lent, peut-être que je vais rester bloqué, les changements de réglage avant la qualif qui ne fonctionnent pas. C'est une boucle clairement qui se répète, et pour moi du coup le mal d'Hamilton n'est pas dû qu'à son adaptation dans la Ferrari, mais à une difficulté plus structurelle avec ses voitures. C'est aggravé par le fait qu'il débarque dans une nouvelle équipe, dans une nouvelle voiture qu'il doit comprendre, apprendre, connaître. Aggravé aussi par le fait que cette nouvelle voiture, la SF25, c'est pas la plus fine à conduire, pas la plus simple, pas la plus facile à régler, donc ça clairement ça ne joue pas en sa faveur. Et aussi il faut dire que ce week-end c'était encore plus dur pour lui, parce que je trouve que Jeddah illustre particulièrement les difficultés qu'il a avec les nouvelles monoplaces depuis 2022.
Donc il y a tous ces éléments qu'il faut digérer, ça ira mieux chez Ferrari, donc il va gagner un peu de temps, ça ne sera pas tous les week-ends Jeddah, donc il va gagner un peu de temps, la Ferrari peut évoluer, donc il va gagner un peu de temps. Mais oui, il y a un problème de fond, parce que la situation de Hamilton, elle n'est pas que passagère, et donc oui, c'est nécessairement un petit peu préoccupant, mais ça commence à faire un petit peu de temps maintenant que c'est comme ça. Préoccupant, c'est également un mot que j'utiliserai pour décrire la performance de Mercedes ce week-end, qui a vécu son moins bon week-end de la saison pour l'instant. Une déception que l'on pouvait déjà pressentir lors des essais, notamment la FP2 où ça ne s'était pas bien passé. Mais encore une fois, la qualif de cette voiture, et notamment de Russell, a fait un petit peu oublier les problèmes, puisque contrairement à ce qui se passe du côté de Ferrari qui galère en qualif, Mercedes trouve de bonnes choses à ce moment-là, notamment sur l'utilisation des pneus, et donc Russell n'était qu'à un dixième de la pole, et aurait même pu l'avoir à 2-3 détails près dans son tour, notamment la préparation de ce dernier tour. Mais le problème, c'est qu'en course, pour la première fois, Mercedes a vraiment souffert des températures et de la dégradation des pneus, alors que ce n'était pas forcément un sujet pour les autres, et que ça ne l'avait pas été pour elle lors des 4 premiers rendez-vous. On le sait, plus les pneus sont durs, moins la Mercedes aime. Et là, une fois passé sur les hards, Russell, qui se plaignait déjà de ses médiums sur la fin du relais, a complètement dégringolé. C'est préoccupant parce que la W16 est une voiture stable et globalement bien comprise, bien construite, mais elle commence peut-être à manquer simplement de potentiel. En tout cas, ce Grand Prix tire pour moi une première sonnette d'alarme chez les Flèches d'Argent. Et puis un mot rapide d'Antonelli qui encore une fois a été assez impressionnant, surtout sur les qualifications où je l'ai vraiment trouvé très bon. Il échoue finalement à 4 dixièmes de Russell, ce qui est déjà pas si mal, mais en plus il dit avoir fait une erreur et il s'en voulait, donc pour moi c'est vraiment la très bonne attitude à aborder. Et dans le Grand Prix, une fois qu'il a été décroché par Leclerc, il s'est accroché à sa position, a réussi à résister à un retour potentiel à un moment d'Hamilton et ne termine qu'à 7 secondes de Russell, qui a semblé Russell plus gêné que lui par la dégradation. Donc ouais, je trouvais que c'était une très bonne gestion du week-end et de la course pour Kimi. La 6e place était son résultat naturel et donc après 5 courses, il est déjà capable de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Voilà, encore une fois, bravo, ça va clairement dans le bon sens là pour le coup. Passons à présent au midfield où une équipe a dominé, entre guillemets en tout cas, c'est Williams qui confirme qu'elle est la 5e force de ce plateau parce qu'elle est principalement la plus constante de toutes les voitures du milieu de tableau. Partout, sur tous les types de circuits, tout le temps, dans toutes les conditions, il y a une ou deux Williams dans le top 10. Ce week-end, c'était encore le cas. Encore plus avec un Carlos Sainz qui ne cesse de monter en puissance et qui a été excellent d'entrée de jeu. Sa participation à la Q3 n'a même quasiment jamais fait de doute. En fait, il est en train de faire ce qu'on attendait logiquement d'un Hamilton chez Ferrari. À mon sens, Albon aussi aurait dû être en Q3 et avait sensiblement la même performance que son coéquipier. La Q3, ça se joue à 7 millième et un choix de stratégie de tour qui a été un petit peu mal fait du côté de Williams. Mais au départ, il va récupérer 2 positions. Les voitures vont être 8e et 9e tout du long. Après l'arrêt, qui a été, je crois, un petit peu long pour les deux, ça ne bouge pas. Stratégie décalée d'une Racing Bulls derrière, mais on va décider de jouer en équipe pour résister en se donnant le DRS. Et ce que je trouve vraiment formidable, c'est que la tactique avait été évoquée le matin même avant la course, notamment par Carlos Sainz. Et ça, franchement, c'est très fort et ça permet du coup de prendre 6 points, alors que théoriquement, c'était plutôt 3. Donc bravo Williams, qui selon moi est clairement la 5e force de ce championnat sur ce début de saison et désormais l'est même au classement. Dans cette lutte pour les points, nous avons été privés de 2 éléments qui auraient certainement joué un rôle important lorsque Tsunoda, à mon sens, est venu un petit peu sous-virer ou accrocher Pierre Gasly à l'intérieur du virage 4, me semble-t-il. Je suis d'accord avec la non-pénalisation parce que c'est un premier tour et il n'y a pas d'immense faute, mais si je considère Pierre vraiment comme un passager clandestin qui ne pouvait rien faire de plus et n'a absolument rien fait de mal dans la situation, je trouve que Yuki porte un peu plus de la responsabilité quand même.
Dommage, car je continue de penser que le japonais va clairement dans le bon sens. Il y a une erreur certes en FP2, mais ça se joue pour quelques millimètres sur le mur. Pour moi, ça ne dit pas grand-chose. C'était pas une erreur qui était liée à un manque de confiance ou de performance. J'avais aussi trouvé sa qualif bonne, même s'il échoue à 9 dixièmes à la fin en Q3 à cause d'un tour mal préparé. Bah voilà, une Red Bull 2 qui passe en Q3 sans faire de bruit, c'était pas à gagner sur les quelques derniers mois et c'était plutôt pas mal de la part de Yuki. Voilà, je trouve qu'il fait du bon travail, mais que ça ne se voit pas encore dans les résultats. Il y a des erreurs de sa part, mais tout n'est pas de sa faute. Donc je pense surtout qu'il faut qu'il s'accroche et ne pas qu'il perde la spirale plutôt bonne qu'il a actuellement. Et quant à Pierre, c'est forcément frustrant puisque sur la lancée de Bahreïn, même si je m'attendais à peut-être un petit poil mieux d'Alpine sur un circuit d'enchaînement rapide, on va dire qu'il y a peut-être un petit peu trop de ligne droite pour jouer avec Williams, eh bien ils étaient en position de jouer et de marquer des points et malheureusement cet accident a tout annulé. Pour le coup c'est un nouveau gâchis, mais c'était pas de leur faute. Et puis malheureusement pour l'instant on ne peut pas compter sur l'autre voiture, celle de Douane qui peine un petit peu. Alors rien de forcément alarmant vu que c'est un rookie, mais son élimination en Q1, son écart vraiment conséquent avec Pierre et son Grand Prix difficile, même si l'arrêt dès le premier tour sur la safety car qui n'était pas une bonne stratégie ne l'a pas forcément aidé. Ouais, je trouve quand même que c'est le signe d'un pilote qui est plutôt en difficulté. Paradoxalement, pile au moment où Alpine lui a redonné de la confiance puisqu'on lui aurait apparemment laissé plus de temps. C'est un peu l'inverse de ce qu'on voit sur la piste. Je m'attendais à ce qu'il soit mis en danger justement par ses performances. C'est le signe que peut-être Paul Aron ou Franco Colapinto surtout n'ont pas forcément donné complète satisfaction à Briatore en interne. En tout cas, j'ai l'impression que le vent a un petit peu tourné pour Colapinto. J'ai pas encore assez d'éléments pour l'affirmer. Mais ouais, le fait que Douane soit confirmé tout en étant dans une période pas terrible, ça me surprend un peu. En tout cas, heureusement pour nous Français, eh bien un Français en a remplacé un autre dans les points, puisque c'est Isaac Hadjar qui a pris la 10e place, qui a pris les Williams en chasse, qualifié 14e après une Q2 un poil moyenne où il avait été battu de 2 dixièmes par Lawson dans une Racing Bulls qui avait atteint un peu sa limite. Isaac a passé son coéquipier au départ, un mouvement qui est complètement décisif pour la suite de son Grand Prix. Il a gagné 2 places avec l'accident juste devant lui, il a ensuite doublé Alonso qui n'avait pas le rythme pour tenir, et puis surtout il était en stratégie décalée, d'abord les hards puis des médiums très frais à la fin. Il a fondu sur les Williams et il les aurait passés sans leur jeu de DRS. Le Racing Bulls et Isaac auraient donc dû terminer 8e hier. Et c'est un peu une surprise en vrai car dans la lignée de Bahreïn, leur qualif avait été compliqué. Peut-être que cette fois, ils avaient un peu plus bossé le rythme de long relais. C'est aussi une voiture petite sœur de la Red Bull, donc c'est pas étonnant de la voir bien s'en sortir quand la grande sœur est plutôt performante. Il y a des éléments qui concordent entre ces voitures. Mais voilà, heureux pour Isaac qui a fait vraiment un énorme dimanche après son week-end qui était pour l'instant son plus délicat peut-être depuis le début de l'année. Vendredi et samedi, c'était vraiment kiff avec Lawson, voire par moments un petit peu derrière, ce qui n'avait rien d'infamant ou d'alarmant, mais son dimanche est vraiment excellent. Quant à Lawson, on a vu du mieux ce week-end, mais la course fut un petit peu difficile avec un départ moyen, un rythme pas forcément génial non plus, et une nouvelle pénalité sévère mais un peu logique. En fait, il a doublé Douane dans la ligne droite et au freinage du premier virage alors qu'il était largement passé. Il a raté son frein et a un peu coupé le premier virage. Donc malheureusement, dans les règles, il n'a pas complété complètement son dépassement dans les limites, même s'il était largement passé. C'est sévère parce que ouais, il était passé, mais c'est réglementairement parlant implacable. Et c'est pour moi un petit peu le symbole, la preuve qu'il en manque encore un petit peu à Liam Lawson qui ne s'est pas totalement remis de son début de saison, même si c'était sa meilleure performance jusqu'ici. Et puis pour terminer rapidement, les 3 autres équipes qui n'ont pas marqué de points, à commencer par As pour qui les week-ends là pour le coup se suivent mais ne se ressemblent pas. On sait que leur difficulté elle est principalement sur les circuits de haute vitesse, les enchaînements rapides, on l'avait vu en Australie où c'était la catastrophe absolue et ça s'est un petit peu confirmé ici, même si c'était bien mieux qu'en Australie grâce au développement et aux améliorations qu'ils ont fait jusqu'ici, mais cependant ça restait un petit peu trop loin pour les points. Biermann sort un super tour en Q1, mais c'est un petit peu le maximum. Ocon, lui, n'a toujours pas la clé dans les moments difficiles comme ça avec cette voiture, et donc s'est retrouvé derrière.
Ils s'arrêtent dans le premier tour sous la safety car, une stratégie qu'ils ont eu raison de tenter, mais qui n'a jamais pu fonctionner. Voilà, à partir de là, Haas n'avait pas le niveau pour se battre avec les voitures qui ont joué les points. Aston, elle, est la 9e force du plateau aux mains de Lance Stroll, qui certes n'est qu'à 1/10 de Fernando Alonso au moment du passage en Q2, mais se retrouve derrière et avec une course compliquée, avec je crois 22 secondes de retard à l'arrivée, malgré c'est vrai une stratégie décalée qui fait qu'on ne peut pas exactement comparer, mais globalement il est loin, et surtout aux mains d'Alonso, cette Aston elle est plus 9e, mais 7e force, avec encore la même performance de l'Espagnol. Passage en Q2, course à la porte des points et impossible de faire mieux. Voilà, c'est très compliqué pour Aston. On parle clairement plus d'eux hors de la piste avec 2026, Newell, le contrat d'Alonso, les rumeurs Verstappen. Et c'est normal qu'on parle plus de ça parce que c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'ils font sur la piste où je ne les vois pas remarquer de points à la régulière sans fait de course vraiment phénoménal cette saison. Ils sont censés terminer 9e de ce championnat et ne se préparer que pour 2026. Et puis malheureusement, chaque semaine, c'est la dernière phase du déprix, avant les notes, avant le classement, restez évidemment. Eh bien, il n'y a rien de neuf du côté de chez Sauber, toujours pas d'espoir d'amélioration. On est toujours tout au fond avec une voiture très délicate. J'ai encore trouvé que Hülkenberg faisait un petit peu comme Alonso, voilà, devant en qualif, même s'il a raté sa dernière tentative, peut-être qu'il aurait pu passer en Q2. Derrière, son Grand Prix est propre, mais il n'y a rien à espérer. Pour Bortoleto, comme à Bahreïn, c'était un petit peu plus compliqué, mais c'était pas non plus à la ramasse, et il faut signaler qu'il n'a pas roulé en FP2, ce qui a eu une grosse influence. Maintenant voilà, sur les voitures vertes fluo, j'ai rien de plus à dire. Allez, on jette un rapide coup d'œil au classement, c'est donc Piastri qui prend la place de leader pour la première fois de sa carrière avec 10 points d'avance sur Norris et seulement 12 sur Verstappen qui traîne toujours malgré des courses parfois plus dures pour Red Bull. Russell lui commence à être un petit peu esselé tandis que Leclerc fait le travail pour remonter et qu'en deuxième partie de tableau a signalé que Hadjar et Sainz sont désormais tous les deux à 5 points. Du côté du constructeur, les 4 top teams ont pris quasiment le même total ce week-end. Avantage quand même clairement à McLaren qui continue de creuser. Ferrari, elle reprend 3 ou 4 points à Mercedes et à Red Bull, tandis que Williams s'empare d'une 5e place méritée. Haas et Racing Bulls sont à sa poursuite, tandis que malheureusement Alpine a fait du surplace forcé ce week-end. Allez, on passe aux notes. Comme d'habitude, elles ne sont pas parfaites. Je vous attends en commentaire pour les corriger. Aidez-moi à dire ce que j'aurais sur ou sous-noté. J'attends évidemment vos avis et prenons ça avec du recul. Pour démarrer, j'ai un trio de meilleurs élèves que je n'arrive pas à départager. D'abord, évidemment, Piastri, qui n'a pas signé une victoire complètement éclatante, comme je l'ai dit, mais qui brille par son réalisme et sa froideur et qui a été excellent. Leclerc et Sainz, ensuite, derrière, ont été absolument parfaits pour leurs équipes respectives. Et Sainz, c'est impressionnant, vu qu'il arrive dans l'équipe. Derrière, j'ai Verstappen qui a fait une qualif légendaire qui valait un 10 sur 10, mais qui a perdu le Grand Prix au départ sur l'envol et sur la manœuvre un peu caricaturale. Vient ensuite Hadjar qui a entamé le week-end pas forcément de la meilleure des manières, mais qui a su se refaire. Ça, c'était impressionnant. Et surmonter sa qualif pas parfaite en faisant un magnifique Grand Prix, peut-être même qu'il mérite un poil plus. Même question pour Antonelli qui est bluffant, qui a évidemment encore de la marge et qui peut encore gratter du temps, mais qui est quand même proche de son coéquipier, notamment dans la course, et il termine à sa place. Quant à Russell, une bonne qualif, mais quand même son dernier tour me fait dire qu'il a peut-être raté une pole position, même si c'est dur de lui en vouloir pour ça, et il faut signaler que son Grand Prix a été dur. C'est évidemment à cause de la Mercedes en principale raison, mais il faut quand même le noter qu'il a dégringolé. Derrière, j'ai Albon, c'est quand même très bien, même s'il a été battu par Sainz. Là, le passage en Q3 se rate à pas grand-chose. Voilà, j'ai quand même trouvé que la perf d'Albon a été bonne, voire très bonne. Biermann a fait un énorme tour en Q1, a devancé son leader Ocon. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus vu la Haas, donc bien joué. Et pareil pour Alonso qui a amené sa voiture au maximum et ça n'a pas payé en points pour lui malheureusement. Quant à Hülkenberg, voilà, c'est dans la même veine qu'Alonso. Dur de mettre plus à une Sauber malheureusement. Et je mets un petit point en dessous parce qu'il a raté un tour important en qualif. Du côté de Lawson, je trouve qu'il y avait du mieux. Une bonne qualif, mais un Grand Prix plus dur encore. Il y a du boulot pour aller encore mieux. Du côté de Bortoleto, on a été battu par Hülkenberg, mais on a été propre et il y a une certaine indulgence vu le niveau de la Sauber, l'état de rookie et le manque de roulage en FP2. J'ai aussi un 6 pour Norris qui a fait une énorme erreur qui gâche sa victoire.
c'est beaucoup trop quand on joue le championnat. Suit ensuite Stroll qui est battu par Alonso, pas forcément une claque mais quand même, et le niveau de l'Aston joue. Ensuite on a Hamilton qui vit son plus mauvais week-end en rouge, l'écart est quand même assez énorme et ce malgré des circonstances atténuantes. J'ai aussi Douane largement dominé par Gasly mais qui n'est qu'un rookie donc ayons un peu d'indulgence, et il y a Ocon battu par Birman et un peu plus en difficulté. J'ai ensuite noté Tsunoda parce que je le trouve un petit peu responsable quand même de sa sortie de piste. Il y a aussi le crash bête en FP2, il y a 9 dixièmes en Q3. Bon, dommage pour Yuki, je ne sais pas si la note vous convient, vous me direz. En revanche, Gasly, lui, n'est pas noté parce qu'il est vraiment passager de l'accident et il faisait un bon début de week-end. Voilà, vous avez aussi les notes des équipes. Je vous attends en commentaire et dans le Google Doc pour perfectionner au maximum ces notes. Allez, sur ce, merci à tous pour votre écoute, j'attends vos avis en commentaire, n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous voulez me soutenir, et on se quitte avec Enzo Ferrari qui pousse un énorme ouf de soulagement. Ferrari ne terminera pas la saison sans podium, alors certes il reste encore 19 courses, mais vu l'état des choses, celui-là valait mieux le prendre maintenant, on sait jamais. Allez, à bientôt.